Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir Salut tout à le monde. tous. Merci les filles d'être avec nous ce soir. Donc on l'a dit pour cet épisode numéro 14 en compagnie de Aurélie Aderley qui viendra nous présenter son livre Malmort aux éditions Actu SF. Sonia, tu nous feras la chronique de ce livre dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Comme tu disais, donc de la science-fiction, mais les deux contes dans un monde où, même en lisant, on a le froid qui nous passe à travers les os. Les os, Les les os. os. Oui, parce que c'est ce que tu es en Allez. train de me dire quand je l'ai dit à haute voix, en fait. Et Je me suis oui, bon, entendu parler après. c'est vendredi soir, tu es excusé, il n'y a pas de souci. Merci à toi en tout cas. D'ici quelques instants, on écoutera ta chronique. On aura aussi l'extrait de Marie qui s'excuse encore une fois, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui vous fera un gros bisou et qui on aura l'extrait dans quelques instants. Mais on aura aussi le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aurélie? Aurélie, elle a fait des grandes études, lettres classiques, latin, grec, ethnologie. Elle est enseignante, donc voilà, une tête pleine de choses. Et à côté de ça, une capacité à inventer des histoires en se basant sur des connaissances historiques. Et donc voilà, j'ai hâte de voir, de parler à l'enseignante et à la femme, du coup, qui a cet environnement cadré et qui pourtant est capable de partir dans tous les sens dans ces histoires. Et bon, en tout, Le et bon, en paradoxe. tout cas, Elle a merci à hâte de toi. gratouiller, comme elle dit. Eh ben, en tout cas, merci à vous les filles d'être avec nous. Donc on le rappelle que toutes les émissions, vous pouvez les retrouver en direct sur la page YouTube Florian Alain. Donc en tout cas, merci à vous d'être là. Je remercie aussi Jérôme Vincent des éditions Actu SF qui a permis aussi cette émission. Donc je vous propose tout de suite un rendez-vous donc avec Aurélie Ardelais. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir, merci pour cette invitation. Bah, merci à toi d'être avec nous ce soir. Donc, on l'a dit, pour parler donc de ce livre Malmort aux éditions Actu SF. Donc voilà, je tiens à préciser qu'on a eu longuement le temps d'échanger par téléphone hier soir où voilà, tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, bah, c'est d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, puisque c'est le dernier jour de l'année, au nom de toute l'équipe, je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Wow, merci beaucoup. Recevez en échange mes vœux les plus sincères. Eh ben, merci à toi. Donc, on le rappelle, tu es avec nous pour parler de ce livre Malmort aux éditions Actu SF. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Aurélie Aderley? Alors, bonsoir, je suis Aurélie Aderlé, je suis enseignante de lettres et puis je suis également auteure. Et puis avant tout, je me définirais comme une grande lectrice. Je suis une lectrice passionnée, c'est mon activité principale. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire des histoires à mon tour. C'est le fait d'avoir envie de prolonger mes lectures et d'apporter ma pierre à l'édifice de la création littéraire. Eh ben, en tout cas, bah, merci à toi pour cette présentation. Donc, Sonia, n'hésite pas si tu as la moindre question à poser. Mais avant toute chose, Aurélie, qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture? Pourquoi tu t'es lancée un jour en disant, bah tiens, je vais écrire des livres? Eh ben, comme je disais il y a quelques instants, ce que j'aime avant tout, c'est lire, c'est découvrir des histoires extraordinaires qui me font voyager en dehors de moi-même pour vivre d'autres expériences, vivre d'autres vies que la mienne. Et eh bien, au fur et à mesure, à force d'en lire, je me suis dit, et si j'écrivais l'histoire que j'avais envie de lire? Et si j'écrivais une histoire qui me correspondait en tout point? Une histoire qui me permettrait d'interroger les questions que je me pose, essayer de donner du sens au monde dans lequel je vis. C'était une sorte de travail de dialogue avec la littérature qui me préexiste et puis en même temps une actualisation de cette littérature et puis un travail de réflexion sur le monde à travers les arcs narratifs de mes personnages. D'accord, Moi, on j'aurais sent. une Ah bah question tiens. que j'ai jamais osé, je n'ai jamais posée à un auteur, en fait. Quand vous lisez un livre, par exemple, est-ce que vous vous dites,
tiens, j'écrirais bien la suite, je l'écrirais de telle façon. Et quel livre, surtout, vous aurait donné envie d'écrire une suite, en fait? C'est justement comme ça, exactement comme ça que ça a commencé. Quand j'étais adolescente, bon, je lisais beaucoup. Alors, vous l'avez dit en introduction, moi, je viens des lettres classiques, donc de la littérature vraiment très classique, très patrimoniale, latin, grec, ancien français. Et quand j'étais adolescente, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui est Perceval ou le roman du Graal de Chrétien de Troyes. Et justement, c'est un roman qui est inachevé. Et à la fin de l'édition que j'ai eue quand j'étais petite, donc c'était une édition pour enfants, et il y avait dans un dossier documentaire à la fin les continuations qui avaient été proposées par d'autres auteurs, des continuateurs médiévaux. Et justement, j'ai commencé comme ça, en imaginant la suite de Chrétien de Troyes, puisque j'avais vu cette porte ouverte, cette possibilité d'écrire la fin de l'histoire. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. Il y a une première question intéressante de Dominique Guénin. Donc en tout cas, je vous invite à poser vos questions, hein. On le rappelle, c'est le dernier live du mois, donc on a envie de vous dire, lâchez-vous. Dominique Guénin qui nous dit, par rapport à ce que vous dites concernant vos inspirations pour commencer à écriture, oui. Pourquoi avoir choisi la science-fiction? On va avoir l'occasion d'en parler, mais effectivement, tu as choisi sur ce dernier roman de parler de science-fiction. Pourquoi ce choix? C'est pas de la science-fiction, c'est de la fantaisie. Il n'y a Attention. pas de scientifique, il n'y a pas de science, il n'y a pas de découverte scientifique, de manipulation scientifique. C'est vraiment de la fantaisie, c'est-à-dire du merveilleux, un petit peu comme dans les contes. Donc, pourquoi avoir choisi la fantaisie? Parce que justement, je suis passionnée par la littérature médiévale et qui est déjà une littérature dans laquelle il y a de la fantaisie, mais qui ne s'appelle pas comme ça, et qui est matinée de merveilleux, dans laquelle des monstres et des créatures surnaturelles interviennent allègrement, et où le divin intervient allègrement sous différentes formes. Et c'est ça qui m'a menée après, ce sont ces lectures anciennes qui m'ont menée à lire de la fantaisie plus moderne. D'accord. C'est rigolo ce lapsus parce que souvent les gens confondent la fantaisie, la science-fiction. On s'imagine que la science-fiction c'est tout ce qui est monstre, fantaisie c'est magie. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence et comment tu les définirais ces deux styles d'écriture? C'est deux genres littéraires. Eh bien, pour moi, la réponse que je ferais, par exemple, à mes élèves, c'est dans la science-fiction, il faut qu'il y ait de la science. Il faut qu'il y ait un atelier, un laboratoire, des scientifiques, des créations scientifiques, des robots. La science-fiction, c'est Ray Bradbury, Isaac Asimov, George Orwell. Et la fantaisie, c'est davantage un univers dans lequel le merveilleux intervient et ça ne pose pas de problème. Il y a un pacte, un accord tacite avec le lecteur qui accepte volontiers que le merveilleux intervienne dans le récit de fantaisie. Et plus de l'imaginaire, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, ce sont des littératures de l'imaginaire, mais dans des genres différents. Game of Thrones, c'est de la fantaisie. Et par exemple, les romans d'Isaac Asimov sur les robots, c'est de la science-fiction. D'accord. Laurent Alain qui nous pose la question, partagez-vous vos ouvrages avec vos élèves et si oui, vous ont-ils fait des retours? Ah non, certainement pas. Je ne mélange pas mes deux vies. Il y a un programme de l'éducation nationale que je respecte et je fais lire à mes élèves les ouvrages du programme de l'éducation nationale. Donc non, on n'en parle pas. Je suis pas là pour ça. D'accord. Et est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par ou c'est vraiment toi qui as décidé ou comment c'est? Parce que je veux dire, ce sont deux activités qui n'ont pas vocation à se rencontrer. C'est ma vie privée, ma vie personnelle, et puis après j'ai ma vie professionnelle. D'accord, ok. Tu préfères parler de tes livres avec tes lecteurs, avec tes proches? C'est ça, exactement. Voilà. D'accord. On sent en toi, effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Séraphine, mais effectivement une certaine réserve quand tu parles de ta passion de l'écriture. Et est-ce que pour toi, l'écriture, c'est aujourd'hui un moyen aussi pour toi de t'exprimer librement? Oui, bien sûr. Après, je ne sais pas si ça marche toujours, c'est bon? Non, c'est bon, tout est revenu. Je ne sais pas si on a entendu ma question, mais la question, si vous l'avez pas c'était entendu, est-ce que j'arrive à parler librement dans mes livres? c'est Oui, ça.
Ce qui est formidable, c'est que les personnages portent d'autres noms et on porte d'autres visages, vivent dans d'autres époques et font d'autres métiers. Donc je peux poser absolument, je peux me sentir extrêmement libre et poser toutes les questions que je veux et faire vivre tout un tas de choses à mes personnages que je peux pas explorer moi dans la vie. Donc oui, c'est un espace de liberté. Oui, parce que pourquoi je te pose cette question? C'est parce qu'effectivement, je vois la question de Dominique qui me dit, mais est-ce que tes élèves, ils savent que tu écris? Ah oui, mes élèves ont Internet, donc ils savent que j'écris. D'accord. Bah écoute, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, et je vois que vous êtes nombreux parmi nous ce soir, donc merci à vous tous d'être présents. Tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Malmort aux éditions Actu SF. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre et dans quelques instants on écoutera la chronique de Sonia. Et puis bien entendu on aura l'occasion, on l'a dit, de parler de l'ensemble de ton univers livresse, parce que tu n'es pas à ton premier livre, on va avoir l'occasion d'en parler, mais est-ce que tu peux nous présenter ce livre Malmort? Alors, c'est un livre de fantasy qui se passe en Scandinavie, en Norvège, plus exactement au Xe siècle de notre ère, et dans lequel nous suivons donc les aventures d'un héros qui se bat pour que le monde des Vikings perdure à une époque où les choses sont en train de changer. Et donc, il y a un récit un récit cadre et un récit enchâssé. Et on suit donc les aventures du personnage qui est dans le récit enchâssé et qui est un personnage de Viking. Euh, avec un destin tout à fait particulier parce qu'il est contrarié par sa mère qui a essayé donc de le soustraire à son destin de guerrier pour le préserver et qui malgré tout se retrouve plongé dans les eaux du monde et euh, les divinités interviennent plus ou moins dans sa destinée. Et c'est un récit plein d'aventures, de questionnements et qui fait la part belle à la mythologie scandinave médiévale. D'accord. Donc tu l'as dit, c'est vraiment dans un monde médiéval. Pourquoi ce style médiéval qui te plaît particulièrement? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est à la fois proche de nous et en même temps extrêmement éloigné. Et, et, et puis c'est un moment, je trouve, quand je lis de la littérature médiévale dans laquelle euh, on acceptait le pacte du merveilleux de manière bien plus, enfin en tout cas avec plus de facilité qu'aujourd'hui, et j'aime ça. J'aime Hmm. qu'à cette époque-là, c'était encore pas très clair. Peut-être qu'on se posait la question de savoir si certaines monstruosités, certains faits étaient plus ou moins réels. Maintenant, on sait que c'est absolument pas possible. Et peut-être, je me plais à me raconter en tout cas qu'à cette époque-là, la frontière entre le réel et l'imaginaire était un peu moins imperméable. D'accord. Et il y a justement Dominique qui nous pose la question, est-ce que vous utilisez des informations de l'histoire ou est-ce que tout est inventé? Est-ce qu'il y a une Ah non, part de non, vrai dans les romans? je fais énormément de recherches avant d'écrire. D'ailleurs, c'est une des parties de la création que j'apprécie le plus. Je fais beaucoup de recherches avant d'écrire et d'ailleurs, quand on lit mes romans, souvent, je mets des notes de bas de page et puis il y a une bibliographie et puis parfois même un glossaire explicatif à la fin où je renvoie à toutes mes lectures, aux ouvrages dans lesquels j'ai puisé et puis je renvoie donc aux figures qui sont invoquées. Et donc oui, j'ai à cœur de montrer que justement, j'ai pas tout inventé. D'accord. Donc vous avez quand même une part d'imagination, mais aussi une part de connaissance par rapport à des Oui, oui, recherches. oui. Et comment ça se passe les recherches pour un auteur comme ça? Quelles sont vos sources? Est-ce que c'est plutôt des proches qui vous renseignent? Est-ce que vous avez comment ça se passe comme ça quand on veut se lancer à écrire un livre sur le thème de médiéval? Quelles sont les sources? Ah ben moi, de manière tout à fait classique, je vais à la bibliothèque. Ah bah, Je, c'est une belle je vais à source. la bibliothèque, je prends tous les livres, je regarde, et puis au fur et à mesure, je lis les différents livres, et puis je me dis, ben tiens, celui-là, il a parlé de tel livre, hop, je vais chercher l'autre livre, et puis c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fonction des recherches que vous avez fait, vous vous dites, bah tiens, ça, je vais écrire un livre là-dessus, et après vous regroupez tout ça et vous en faites ce qu'on connaît, donc Malmort.
Voilà. Et puis parfois, c'est problématique parce que je suis lancée dans une idée, je me dis: «C'est formidable, je vais parler de ça». Je lis un super bouquin historique qui renvoie vers autre chose et puis, j'ai envie d'écrire un autre livre maintenant parce que cette idée me paraît encore meilleure et puis je pars sur autre chose et puis je note tout dans mon petit carnet. J'ai des idées pour écrire, des milliers de bouquins. Et, et je vois la question aussi qui apparaît. Est-ce que votre métier d'enseignant aussi vous aide aujourd'hui à écrire ces livres sur fond historique? Non, c'est pas mon métier, c'est plutôt ma formation littéraire, le fait que j'ai fait une thèse. J'ai fait une thèse de doctorat, pendant 5 ans, donc j'ai fait des recherches, très, tout à fait différentes, hein, mais très poussées, très ardues. J'ai appris, la méthode de la recherche et c'est justement ça qui m'a donné, une certaine forme de rigueur et le goût pour aller, débusquer, les faits les plus intéressants, les plus pertinents et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. D'accord. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je salue Calice qui vient d'arriver. Donc bonsoir Calice, hein, qui est très habitué de cette émission. Donc on la salue. Ouais. Elle vient faire coucou à Tata. Coucou à Tata Soso. Laurent Alain qui nous pose une question intéressante. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde des Vikings, Aurélie? Eh bien, essentiellement, la mythologie. J'ai beaucoup lu, donc de récits mythologiques et de textes, mythologiques, scandinaves, bon traduits bien évidemment et je suis passionnée par, leur représentation du monde, et puis, leur vision de la divinité, leur vision du destin, et c'est ça qui m'a attirée, le plus, c'est la mythologie, l'univers mythologique. D'accord. On rappelle, vous êtes avec nous oh, non, c'est ça que je voulais faire. On rappelle que vous êtes avec nous pour présenter donc ce livre Malmort aux éditions donc Actu SF. Encore une fois, je remercie l'éditeur Jérôme Vincent qui est à l'initiative de ce live, mais aussi surtout à vous, enfin à toi Aurélie qui a accepté de venir nous parler de ce livre. Et Dominique qui nous pose la question, et que signifie le titre? Que veut dire Malmort? Merci de poser cette question. Eh bien, ça veut dire mal mort, mort d'une mauvaise mort, d'une mort indigne. Et pour savoir pourquoi certaines personnes dans le roman sont mortes d'une mort indigne, il faut le lire. Eh bien, écoutez, on écoutera la chronique de Sonia dans quelques instants. Sauf si tu veux, Sonia, qu'on la lance tout de suite. Sauf si tu as des questions. Enfin voilà, en tout cas, on est dans cette émission, vous l'aurez compris, entre l'encre et les mots. On reçoit Aurélie. On est bien, on profite. Merci à vous en tout cas. Bah, ce que je vous propose, bah, c'est de lancer ta chronique, Sonia. Comme ça, on continue ensuite sur la présentation de ce livre avant de continuer sur l'univers très développé de notre amie Aurélie. Allez Sonia, nous t'écoutons. Alors, fan de contes et de légendes, avec ce roman, laissez-vous transporter par l'histoire de Gyda. En Norvège, au Xe siècle, quand Osmond commence à narrer cette histoire, tout le monde est tout oui. Gyda est une chamane qui doit fuir, qui doit sauver sa vie et celle d'un de ses enfants, qui doit se cacher pour survivre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la prophétie lui promet une bien triste vie si elle reste là. En revanche, peut-on vraiment échapper à son destin? C'est la question que le son pose, et en lisant ce livre, on attend justement de le savoir. Mais que nini, je ne vous dévoilerai rien. Même sous la torture des Vikings, je garderai le secret. Avec sa plume aussi légère et affûtée qu'une épée, Aurélie nous fait voyager dans un monde aussi beau, émouvant que terrifiant. Comment peut-on allier la poésie des mots avec une histoire comme celle-ci? Quelques petits conseils avant de vous lancer dans cette lecture. Si vous le pouvez, allumez un flamboyant feu de cheminée. Il fait très froid dans ces pays nordiques. Dans l'âtre de cette dernière, posez votre tasse afin que votre café ou votre thé reste bien chaud. Glissez-vous sous une peau de bête, je préconise celle de mouton, qui est plus douce. Là, enfin, prenez le livre entre vos mains, ouvrez-le et laissez-vous guider par Osmond le barde. Merci Aurélie pour cette découverte livresque. Merci beaucoup Merci. pour cette très jolie chronique. Bah, merci pour ce moment de lecture et que j'ai lu au fond de ma couette et qui m'a réchauffée voilà, en lisant ce livre un petit peu froid par moment. C'est parfait pour la saison. Voilà, exactement. Je vois une question intéressante qui me dit combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre?
Ouh! Ah, je mets toujours des années pour écrire un livre. Parce qu'entre le moment où je fais des recherches, étant donné que c'est un moment qui me plaît beaucoup, je laisse traîner autant qu'il se doit. Le moment, où je crée l'arc narratif des personnages, où je construis l'histoire, où je m'intéresse à la narratologie, pardon, du texte même, qui peut prendre aussi un certain temps parce que ça fait partie aussi des moments que je préfère. Et le moment où je me mets à écrire, déjà, il s'est écoulé 1 an. Et puis après, je peux mettre 1 an et demi pour écrire un livre et puis après pour le corriger, plusieurs mois. Donc je dirais que ça prend entre 2 et 3 ans. Ah oui, quand même. Oui, c'est pas Entre, rapide. entre, entre la part de recherche, l'écriture et la publication, Ouais. il s'est écoulé pratiquement 3 ans. Oui, je suis pas très rapide. Bon, non, bah après, ce qui vaut peut-être aussi la qualité de vos livres, mais en tout cas, voilà. Si vous deviez décrire votre livre en un mot, ça serait lequel? En un seul mot? Bon, les deux. Ah, mais destin. Destin était très bien. Puisque Destin, bah voilà. Sonia a rappelé que voilà, la question était de savoir s'il était possible d'y échapper. Donc, destin est un mot qui qualifie parfaitement le bouquin. Hmm. On aura, j'imagine, l'occasion d'en parler tout à l'heure avec la question de notre invité mystère, dont tu le connais maintenant, Aurélie, mais il y a une question intéressante de Dominique qui nous dit quelle est la signification de la couverture? Est-ce que l'arbre, excusez-moi si j'écorche, Dominique, tu me diras, mais l'arbre, je mets la question, comme ça vous comprendrez, mais c'est Yggdrasil. Voilà, Alors, par rapport à la couverture. c'est une bonne référence à l'arbre Yggdrasil, mais non, ça n'est pas lui. C'est un personnage qui se métamorphose en arbre au cours du récit. Je ne veux pas dire lequel. D'accord. Et justement, cette couverture, est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Est-ce que c'est l'éditeur qui vous l'a proposé? Comment s'est construite cette couverture par rapport à quand on connaît l'histoire du livre par rapport à la couverture? Ah ben, c'est pas du tout moi qui l'ai faite. C'est un grand artiste qui s'appelle Gilles Francescano et donc qui était en contact avec la maison d'édition. Donc j'ai absolument aucun talent de dessin. D'accord. Merci à toi. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi j'ai une autre idée aussi pour des bouquins. Vu que j'habite en Bretagne, il y a les contes et légendes bretonnes, voilà, avec le roi Arthur et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être une idée de livre aussi, hein, il n'y a pas de souci. Ah mais j'ai commencé par là. Quand j'étais jeune, j'ai commencé par réinventer les histoires des chevaliers. Mais il y a vraiment toute une littérature moderne autour de la matière de Bretagne, dans laquelle je ne sais pas s'il est facile de se faire sa place maintenant. Je ne sais pas s'il est possible, en tout cas pas pour moi. Je cherche encore la porte d'entrée pour raconter une histoire nouvelle avec ces histoires-là. Mais oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt toutes les réécritures modernes de la matière bretonne, qui est absolument formidable, qui est une des plus belles littératures médiévales. Tout à Je fait. confirme, Merci pour l'idée. ayant aussi des sources bretonnes. Oui. Et ben justement, qu'est-ce qui t'inspire, Aurélie? Bah, la question, ça serait plutôt qu'est-ce qui ne m'inspire pas? Ah, Tout m'inspire. Tout est une source d'inspiration, ou presque. La nature, les balades, les voyages, les autres livres, les gens, rencontrer des gens avec des métiers très intéressants, les photos, les musées, les artefacts dans les musées. Quand on aime inventer des histoires, n'importe quoi peut devenir le déclencheur d'une nouvelle histoire, vraiment. d'accord. On le rappelle, dans votre livre Malmort, vous parlez essentiellement des Vikings. Il y a une question intéressante de Laurent euh, qui nous dit, on sait que les Vikings sont très autonomes et très clan familial. Leur ressemblez-vous dans votre vie personnelle? Ou plutôt autonome ou plutôt clan familial parce que je sais pas si les deux En se gros, rejoignent. est-ce que Non, vous je vivez ressemble comme pas les trop à Vikings? non, pas du tout. Non, je suis plutôt une personne extrêmement moderne et je vis pas non comme les Vikings. Non.
Après, oui, ce sont des personnes qui sont très intéressantes, qui avaient une façon de vivre très intéressante et d'ailleurs, souvent, à l'opposé de ce qu'on imagine en lisant, des ouvrages, historiques. Je me suis notamment rendu compte que, eh bien, finalement, guerroyer et puis, heu piller, c'était pas, ce qu'ils préféraient, c'était avant tout des agriculteurs et puis, lorsqu'il fallait remiser les armes et les bateaux, pendant tout l'hiver, les Vikings, jouaient aux échecs, tissaient des toiles, même les hommes, et donc c'est très intéressant, de se renseigner pour se rendre compte qu'ils ne correspondent pas à l'image que l'on s'en fait la plupart du temps. Ouais, ouais, c'est pas forcément les gros barbus baraqués torse nu C'est qui ça. tapent, voilà, qui tapent sur tout. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Laurent, pour cette question. Notre question intéressante aussi, c'est Aurélie. Est-ce que vous aimez vous mettre dans une ambiance particulière pour écrire, ou est-ce que vous pouvez le faire n'importe où? Ah, je peux écrire absolument n'importe où, j'aime bien quand il y a du bruit. Et à la rigueur, ce sur quoi je ne transige pas, c'est, sur, la musique. J'avoue que j'apprécie une bonne ambiance musicale, lorsque j'écris. Mais non, j'ai pas besoin spécialement d'une ambiance particulière. D'accord. Et Et quand on écrit sur les pardon. Et quand on écrit sur les Vikings, quelle musique on écoute? Ah, Ah! musique Eh bien, islandaise. Oui, mais c'est ce que je pensais à l'Irlande et tout ça. Je sais pas pourquoi depuis le Non, début du Islande, match, je pensais à Islande, l'Irlande. Islande. J'ai Et même été. Irlande, Viking, oui, Irlandais, effectivement. voilà. J'ai été écouter, c'est surtout qu'il y a des groupes qui se sont lancés dans la recréation avec, des, instruments, de type traditionnel, dans la recréation de musique, viking. Donc j'en ai écouté, par exemple, pour, toutes les scènes chamaniques. Mais sinon, en bande son pour écrire, de manière fleuve, j'écoute, beaucoup de classique ou de jazz. D'accord. Bah, écoutez, c'est un style, en tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, écrire avec, par exemple, une musique où il y a de la parole, ça, tu ne peux pas. Donc c'est difficile, effectivement. Hmm. Sinon j'ai envie D'accord. d'écouter ce qu'il dit. Exactement. Ben justement, ça fait une belle transition avec la question de Tali Bannière qui est avec nous. Donc bonsoir Tali, qui nous dit, lorsque vous écrivez, est-ce qu'il vous arrive de vous laisser submerger par une émotion, pardon, par rapport à ce que vivent vos personnages? Oui, et c'est surtout, ce que, moi j'ai choisi de mettre dedans et qui fait, et que j'ai choisi de vivre à ce moment-là et de faire vivre à mon personnage. Oui, parfois, j'écris une scène très triste et je me sens très triste. Dans un des romans que j'ai écrits, avant, Malmort, il y a une scène terrible où un personnage enterre, sa meilleure amie et donc c'est une scène qui m'a vraiment bouleversée à l'écriture et puis quand je la travaillais pour retravailler le style, retravailler la langue, à chaque fois, j'étais, complètement déprimée après avoir travaillé sur ce passage. Donc oui, dès lors qu'on écrit avec sincérité, on se laisse submerger par les émotions que l'on veut transmettre. Mmh. Hmm. Et est-ce que tu as des rituels d'écriture en particulier? Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent dans cette émission, mais non, je te vois faire non, mais voilà, donc dire qu'aujourd'hui, libre cours à l'imagination, tu écris quand tu as envie, quand tu peux, et Oui, c'est ça. Bah, j'ai un travail à côté, donc j'écris, quand je peux, le soir, le week-end, les vacances et quand je peux, j'y vais. Il y a pas de temps à perdre, j'ai jamais bien compris le syndrome de la page blanche, moi, c'est surtout le syndrome du temps vide, dès que je peux écrire, j'ai plein de choses à raconter, mais je manque de temps pour pouvoir le faire. Dès que je peux écrire, je le fais et non, j'ai pas spécialement de rituel, si ce n'est que, voilà, moi, j'aime bien me lancer dans une histoire une fois qu'elle est bien définie. Donc j'ai d'accord. bien travaillé sur mes personnages, j'ai bien travaillé sur mon histoire, sur, les différentes actions. Je fais des tableaux extrêmement détaillés, des fiches personnages Ah oui. extrêmement détaillées. Donc je me lance pas dans l'écriture d'une histoire, de manière, libre. J'ai bien Hmm. travaillé avant pour la définir. Donc, comme on À le dit force de souvent, tu recevoir, es. ouais, pardon. Hmm. À force de recevoir les auteurs comme ça, on a l'impression qu'ils aiment souffrir parce que tous parlent de souffrance quand ils écrivent, qui pleurent, et c'est impressionnant en fait. Oh là là, ça fait peur quand même d'être d'écrivain parce que on souffre en fait en écrivant. Ah! Heu
Oui, mais enterrer un personnage, c'est pas enterrer quelqu'un dans la vraie vie, hein, donc c'est pas vraiment, Heureusement, ouais. une souffrance, Ouais. profonde. Mais par contre, c'est très bien, ça permet de sublimer, plein d'émotions, que l'on peut ressentir dans l'existence et puis, moi j'aime bien, effectivement ressentir des émotions même si elles sont négatives parce que, c'est très humain. Et ça me permet, de, revisiter, certaines choses et puis, de les réinvestir, de manière, artistique et je n'ai pas l'impression de souffrir. Hmm. Et après, on le Quand ressent je fais des aussi en corrections, lisant, oui. en fait. Voilà. Quand, Après, il nous, on le faut ressent relire le aussi. roman pour la pardon. Ben voilà. Nous, on le ressent aussi après l'émotion quand on le lit, le livre. C'est vrai que Oui, oui, c'est ça, si ouais. c'était écrit sans émotion, je pense qu'on le ressentirait aussi. Mmh. J'espère, oui, qu'en tant qu'auteur, on met les émotions justes au moment où on a envie d'en parler. Mais de toute façon, quand on écrit, quand on fait une création artistique, on parle de soi nécessairement, hein. Même si c'est sous un autre nom. Mais de toute manière, l'art et puis surtout la création littéraire a pour vocation de parler de l'humain et de réinvestir l'histoire humaine de manière à chaque fois différente en fonction des histoires qui sont racontées. Mais c'est un éclairage, chaque livre est un éclairage, chaque personnage est un éclairage sur les expériences humaines. Hmm. Donc Aurélie Aderley, pardon, est plus architecte que jardinier, comme on dit dans le jargon littéraire. Ah oui, absolument, oui. Et puis Exactement. même si vous voulez tout savoir, j'ai mon petit tableau là, je suis tellement architecte que avant Ah d'écrire oui. un livre, j'ai un tableau en 3 pages avec que je complète avec toutes les différentes étapes importantes que doit traverser mon héros avant de parvenir à la libération qu'il espère. Ah oui, là c'est architecte plus, là c'est VIP, là direct. Hein. C'est très contrôlé. Bon, en tout cas, bah, merci à vous. Hein. Donc on rappelle pour les personnes qui nous rejoignent, on l'a vu, tu es avec nous ce soir Aurélie pour nous parler de ce livre Malmort aux éditions Actu SF. Je le dirai jamais assez, mais encore une fois, je remercie donc toi Aurélie d'avoir accepté notre invitation à venir partager ton univers livresque, mais aussi Jérôme Vincent qui est donc ton éditeur aux éditions Actu SF. Donc vraiment merci beaucoup. Question très intéressante donc de la nièce Calice qui nous dit Aurélie, est-ce qu'il est compliqué d'imaginer toute une histoire pour faire un livre? Oui, bien sûr que c'est compliqué. C'est très compliqué et en même temps, c'est source de grande joie et de grand bonheur donc ce sont des choses compliquées mais bien vécues. Oui, c'est compliqué parce que, il y a une histoire qu'on a envie de raconter. Il y a un point de départ et il y a une fin et puis, au milieu, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit bien amené. Il faut que, en même temps, on surprenne, le lecteur, mais en même temps qu'on ne le perde pas. Donc oui, c'est compliqué parce qu'il faut que ça soit réaliste et en même temps pas trop proche de la réalité parce qu'il faut quand même rêver. Donc c'est compliqué et en même temps c'est un challenge, formidable. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent on s'imagine, voilà, tu as ton histoire, on l'a vu, hein, tu es architecte, tu as toute ton histoire bien calée. Est-ce que à partir du moment où tu as mis le premier mot et à partir du moment où tu as mis le mot fin, est-ce que pour toi le livre correspond réellement à ce que tu voulais ou est-ce qu'au final à la fin tu te dis bah c'est pas ce que je voulais faire mais au final ce que j'ai fait c'est très bien? Ah, ça correspond jamais à l'idée initiale parce qu'en plus de ça, moi je suis plutôt lente et il s'est écoulé, quelques années entre le moment où j'ai commencé à écrire le livre et puis le moment où je mets un point final et il m'a échappé à plein d'égards, plusieurs fois et plein de fois, j'amène les personnages quelque part et je me dis: «Ah bah non, en fait, finalement, ça a plus tellement de sens maintenant par rapport aux épreuves que ce personnage a vécues», et je trouve qu'au niveau de sa construction psychologique, là où il en est arrivé, il devrait pas agir comme ceci, penser comme cela et puis, finalement, eh bien, je repense, mon arc narratif. Donc, oui, l'histoire, change, peut-être pas fondamentalement dans, le message qui est véhiculé, et au final, la prise de conscience du héros à laquelle je voulais parvenir, mais elle change considérablement, ouais. D'accord, donc on le voit, le bandeau effectivement qui circule. D'ici quelques instants, on aura la chance d'avoir un extrait donc de Marie, donc de ce livre Malmort aux éditions Actu SF.
Mais il y a beaucoup de questions ce soir. Laurent Alain qui nous dit, et quand vous avez terminé l'écriture, est-ce que vous pleurez plutôt de tristesse ou plutôt de joie? Enfin, si vous pleurez, bien évidemment. Parce que... Non, non, je pleure pas parce qu'une fois que j'ai fini l'écriture d'un roman, j'ai la chance de me dire que je vais pouvoir en écrire un autre. Je pense déjà à celui d'après. Mais il y a une certaine forme de soulagement au fait de mettre le point final à un livre parce que déjà, c'est fait. J'ai fini par raconter l'histoire que j'avais envie de raconter, donc c'est super. Je suis arrivée à un aboutissement. Et oui, il y a une certaine forme de soulagement parce que c'est quand même un processus long, parfois laborieux et difficile et exigeant et rigoureux. Donc, à la fin, je suis triste de quitter certains personnages et en même temps, j'ai vraiment très contente d'avoir pu raconter ce que j'avais envie de raconter et soulagée d'y être parvenue. Hmm. Et comment tu t'es senti à la fin quand tu as mis le point final? Est-ce que tu t'es dit, bah, comme beaucoup d'auteurs, ça y est, le livre ne m'appartient plus, un peu comme un C'est ça, enfant, j'imagine, à 18 ans c'est qui ça. s'en va et on se dit, bon, il m'appartient encore, mais presque plus. Est-ce que pour toi, ça a Il a été la mis même son sensation? destin, maintenant, c'est plus le mien, il va vivre dans l'esprit des lecteurs. J'ai transmis ce que j'avais eu envie de transmettre, et puis après, chacun va plaquer dessus, ses sentiments personnels, son ressenti personnel et les personnages vont vivre leur nouveau destin dans l'esprit des lecteurs, des lectrices et des lecteurs. Mhm. D'accord. Et question intéressante aussi de Calice qui nous demande, est-ce qu'il vous arrive parfois de recommencer un livre parce que vous ne l'aimez pas? De l'abandonner, oui. Ça m'est arrivé plein de fois. J'écris, je sais pas moi, un quart d'un bouquin et puis je me rends compte au final que bon, bah, c'est plutôt insipide et que finalement l'histoire ne représente pas grand intérêt et je laisse tomber. Il y a un livre, oui, pour lequel que je suis en train de rédiger. J'étais partie sur quelque chose de très joyeux et puis finalement, arrivée en milieu d'écriture, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter quelque chose de plus mélancolique et plus triste et je l'ai repris de cette manière. Donc tout est possible au fur et à mesure de l'écriture. D'accord. Bah, écoutez, dans quelques instants, on aura la chance donc d'avoir l'extrait de Marie. Il y a Dominique qui nous demande est-ce qu'il est possible de connaître les autres livres de Aurélie. On en parle dans quelques instants. Mais avant, je vous propose d'écouter donc cet extrait de Malmort aux éditions ActuSF par Marie Méran, la comédienne de l'émission. Marie Méran présente un roman d'Aurélie Aderlé, Malmort, la saga de l'homme de pierre et d'écorce. Nidaros, Norvège, 10e siècle de notre ère. Les nuits sont blanches désormais. Le jour polaire domine le ciel scandinave. Le soleil de minuit règne en maître. Les nuits joyeuses succèdent aux jours rieurs. L'air est tiède et pur, l'eau du fleuve claire et douce, et la vie heureuse. Olaf Tryggvason, premier roi chrétien de Norvège à avoir réussi l'immense exploit d'unifier le nord et le sud du pays, célèbre ses 10 années de règne. À cette occasion, il offre le plus somptueux banquet jamais vu de mémoire d'homme. Cet événement vise à démontrer son talent politique à ceux qui doutent encore de la stabilité de son gouvernement et de la clarté de sa vision. Le monarque a invité à sa table tous les chefs de clans norvégiens qui lui ont prêté allégeance, ainsi que les dirigeants des nombreux pays avec lesquels le royaume a établi, ou est sur le point d'établir, des partenariats commerciaux. Les festivités ont attiré une foule de curieux. En cette belle journée d'été, Nidaros semble être l'épicentre du monde. Paysans, guerriers, marchands itinérants, prospères matrones et leurs ribambelles d'enfants, tous se sont parés de leurs plus beaux atours pour déambuler dans la capitale en liesse. Ils arpentent les rues boueuses, recouvertes de planches glissantes, se rassemblent en groupes compacts devant les étals, scrutant avec un vif intérêt les puissants pénétrer la salle du roi. Autrefois, la ville était une place forte de taille modeste dotée d'un petit port. Lorsque le sol scandinave
trop dur et trop froid ne donnait rien d'autre que des cailloux à sucer pour tromper la faim, que les femmes serraient leurs enfants affamés contre leur cœur en espérant qu'ils passeraient la nuit, alors les commerçants se muaient en pillards et les Norvégiens devenaient des Vikings. Ils se jetaient dans de solides esquifs, s'entassaient dans les cales sans pont et ramaient sans faillir. Ils longeaient les côtes de l'Europe du Nord sans les quitter des yeux. Les vents gonflaient les voiles en laine qu'ils avaient tissés durant l'hiver et séchaient les larmes salées sur leurs visages amaigris. Quand les Vikings repéraient un prieuré sans défense ou un village isolé, ils fondaient dessus en hurlant, brandissant leurs haches et leurs épées courtes vers le ciel. À furore, Normanum, libera nos domine, plasmodiaient les moines en fuyant. Les hommes venus du Grand Nord s'emparaient alors de tout ce qui était bon à prendre. Provisions, bijoux, tissus, esclaves, tout ce qu'ils pouvaient vendre dans les comptoirs marchands essaimés sur les côtes européennes. Tout ce qu'ils pouvaient ramener pour nourrir leur famille. Désormais, ces temps sont révolus. Les Vikings ont préféré renoncer à leur statut d'hommes et de femmes libres pour devenir les sujets du roi Olaf. Voilà donc pour cet extrait donc de Malmort d'Aurélie Adderley par Marie Méran, la comédienne donc de cette émission. Aurélie, tu connais la question, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton livre lu comme ça avec un bruit sonore derrière? Ah, c'est très agréable, c'est très joli, elle lit très bien et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que je connaissais ce passage quasiment par cœur. D'accord, donc tu pourrais aujourd'hui nous parler de donc cet extrait, nous le lire à limite à voix haute sans le livre devant toi. Oui, peut-être pas en fait finalement, je me suis peut-être avancée, mais c'est l'incipit du roman et les premières pages, c'est comme les dernières, on passe énormément de temps à travailler le style. Parce que bon, lorsque un lecteur, une lectrice entre dans une librairie et feuillette des livres comme ça pour voir si le style leur plaît, mécaniquement, ils ouvrent la première page et on sait qu'il faut donner envie. Il faut donner envie de lire la suite. Exactement. Bah, c'est souvent ce qui arrive au niveau de la couverture, hein. Il y en a certains qui, un peu comme moi, qui choisissent beaucoup leurs livres aussi en fonction de la couverture. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de cette couverture dans quelques instants. Mais il y a une question que j'ai vu passer tout à l'heure et qui nous dit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à tes écrits, et ensuite on parlera de ton univers en général, qui nous dit et les écrits qui ne vous plaisent pas. Donc là on revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu les jettes ou est-ce que tu les mets un petit peu de côté pour éventuellement y revenir plus tard, si quelque chose vraiment ne te plaît pas? Et finissent dans une pièce, dans une petite boîte que je garde dans mes affaires. Et je sais pas si c'est pour y revenir plus tard, mais en tout cas pour piocher des idées. Je me dis qu'il y aura peut-être admettons, des descriptions que je peux garder, que je peux réutiliser. C'est du matériau. Un petit peu comme les chutes de tissu pour un couturier. Ah, bien, très sympathique. Justement, question intéressante de Dominique. Donc là, on va parler de ton univers en général, qui nous dit: peut-on connaître les autres livres écrits par Aurélie, s'il te plaît? Alors, demandez si gentiment, j'ai envie de dire bien sûr. On a préparé tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter l'ensemble de ton univers livresque? Alors, c'est un univers protéiforme, puisque je me suis essayée à différents genres littéraires. J'ai écrit un roman historique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'ai écrit un roman plus contemporain. J'ai écrit de la romance. Et puis, j'ai écrit de la fantaisie et notamment la suite, les aventures du fils de Roderick, qui est le héros de Malmort, et qui s'intitule La dernière veille des dieux. Donc mon univers littéraire est très étendu comme mon univers de lecture. D'accord. Ce que je te propose, effectivement, c'est de faire défiler 2-3 couvertures que nous avons préparées et c'est de nous dire, voilà, de nous raconter un petit peu de quoi parle ce livre. Donc effectivement, oh non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon, excusez-moi. Donc il y a eu effectivement un été à Cameline. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce livre? D'ailleurs, la couverture est très jolie. Hein.
Merci pour les artistes. Merci à la maison d'édition qui l'a réalisé. Alors c'est un roman qui se passe chez moi, dans les terres dans lesquelles je vis, c'est-à-dire en Provence, et qui est un roman contemporain qui se passe à notre époque et qui raconte l'histoire mélancolique et tumultueuse d'une jeune femme qui essaye de se reconstruire après un deuil et qui reprend l'exploitation de sa mère qui était lavandicultrice. Voilà D'accord. pour ce Eh bien, roman. merci beaucoup. Il y avait ensuite un autre roman, et d'ailleurs cette couverture m'a beaucoup attiré, et j'aimerais avoir ton avis sur ce livre-là. C'est Les dernières veilles des dieux, justement. Tu en parlais il y a quelques instants. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit, et en plus la maison d'édition, on la connaît bien ici dans le sud. Est-ce que tu peux nous en parler? De la couverture ou du roman? Bon, les deux, si tu veux. C'est ton D'accord. émission, tu Oh, parles de ce que tu veux. alors, la couverture a été réalisée par un artiste de talent, qui est un ami, Nicolas, et qui représente les deux corbeaux d'Odin, Hugin et Muggin. Et c'est la couverture qui illustre le livre qui raconte donc les aventures de Didrik, fils de Roderick, héros de Malmort. Donc c'est en quelque sorte la suite de Malmort, mais que j'avais écrite avant. D'accord, une suite avant. C'est ça, exactement. D'accord. Et comment ça s'est construit d'ailleurs? C'est marrant ce que tu dis, c'est la suite que j'ai écrit avant. Est-ce que c'est parce que c'est justement le fait d'avoir écrit cette suite où tu te dis, bah, je vais imaginer ce qui s'est passé avant? Comment ça s'est passé? Eh bien, en écrivant ce premier roman, là, La dernière veille des dieux, donc j'ai imaginé comme d'habitude mes personnages, mes fiches personnages, et puis en créant la fiche personnage du héros, Didrik, je me suis dit, ah, tiens, dis donc, le personnage du père, il a l'air d'être quand même super intéressant, il faudrait que je me penche dessus, un de ces quatre. Et puis mes éditrices, au fil de Gyptis, m'ont m'ont dit, ben, si tu as l'intention de te plonger dans l'histoire de ce personnage, on te suit, et donc j'ai creusé l'idée. C'est ainsi que j'ai écrit, donc l'histoire du père après avoir écrit, celle du fils. D'accord. Je vois la question qui arrive. Est-ce qu'on peut imaginer que Malmort est un préquel à ce moment-là? Ou pas du Ouais, tout? c'est une sorte de préquel absolument, et en même temps, dans le récit cadre, on trouve enfin, en tout cas, on connaît le destin de Didrik de manière claire et définitive. D'accord. Il y avait une autre couverture aussi qui est assez sympathique et qui ressemble beaucoup à la première qu'on a vue tout à l'heure. C'est celle-ci, Le cœur des fileuses. Donc, tout à l'heure, c'était le champ de lavande. Là, visiblement, c'est un champ de coquelicots. Le cœur des fileuses, de quoi parle ce livre? Alors, c'est un roman historique qui se passe dans les Cévennes au début du siècle dernier. Au moment où la Première Guerre mondiale éclate, une jeune femme reprend les rênes d'une entreprise familiale qui est une entreprise de filature de soie, et profite du départ des hommes pour le front pour mener avec ses fileuses une sorte de révolution interne visant à les libérer du caractère extrêmement aliénant de leur travail. D'accord, bah merci beaucoup. Je vois Laurent Alain qui nous dit effectivement par rapport à cette couverture qui prend un fond de lavande qui nous dit un été à Cameline sur fond de lavande va sûrement rejoindre mes mains et mon esprit. Voilà, donc encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, merci pour ceux qui ont réalisé la couverture. Donc merci beaucoup. Et il y avait effectivement celui-ci, l'un pour l'autre, continuer à l'aimer toujours. Est-ce que tu peux nous en parler avant d'avoir la question de notre invité? Alors, celui-ci, c'est une romance contemporaine que j'ai écrite il y a plusieurs années, et qui adopte donc les codes de la romance, mais de manière plutôt personnelle, à travers le destin d'une héroïne qui est plutôt tourmentée parce que ça n'est pas une romance joyeuse. C'est une romance qui aborde des thèmes plutôt sombres comme l'addiction, et puis la mort d'être cher, parti très jeune.
Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour la présentation de l'ensemble de ton univers l'ivresse. S'il y en a un, je sais que ça va être une question difficile, s'il y en a un aujourd'hui qui devrait te définir pour vraiment découvrir ton écriture, ce serait lequel? Ouf, je sais pas. Je pense que c'est une question qu'il faut poser au lecteur. En ce qui me concerne, je sais pas, je me mets de moi-même dans tous mes livres, donc il faut tous les lire, ils me définissent tous. Eh ben, en tout cas, si on peut en conseiller un, en tout cas, bah, c'est celui-ci, Malmort aux éditions Actu SF, hein, celui que tu es venu nous présenter ce soir, dont on a eu la chance d'avoir effectivement la chronique de Sonia, dont on a eu la chance également d'avoir le retour l'extrait pardon donc de Marie. En tout cas, bah, merci à tous d'être là et de suivre cette émission. Je vois pas mal de commentaires, hein, donc des gens qui te remercient, Aurélie, d'être avec nous ce soir. Ce que je te propose, bah, c'est de faire donc la question de l'invité mystère. Mhm. Donc on rappelle pour les personnes qui nous rejoignent qu'effectivement la semaine dernière nous avons reçu donc Jérôme, pas la semaine dernière, quel jour, ouais, chaque émission je la fais celle-là, hein. On a reçu donc mercredi, on a reçu donc Jérôme Lebris pour son livre Lille aux éditions Calman Lévy. Donc Aurélie, il t'a posé une question, ce que je te propose ben, c'est de l'écouter et ensuite on écoutera ta réponse. Mais comme je vois un arbre sur la couverture de son livre, j'aimerais bien, et comme j'aime bien moi savoir euh, connaître les gens, surtout quand ils sont plus jeunes, Donc la question serait, te souviens-tu de la première graine qui a poussé en toi et qui t'a donné envie d'écrire, de te lancer dans l'écriture d'une histoire, euh, pas forcément un roman, mais ça peut être une petite nouvelle ou un poème. À quel moment la graine de l'imaginaire a poussé et tu t'es dit, ah, moi aussi, je veux écrire quelque chose. Voilà donc C'est la à moi de question pour répondre. toi. C'est à toi de répondre. D'accord. Alors, après avoir découvert sa question, parce que j'ai regardé son interview, j'ai réfléchi et puis je me suis rendu compte que cette petite graine a germé quand j'étais petite parce que j'aimais inventer des histoires et les raconter à mes frères et sœurs. Et donc, c'est dans un contexte très familial qu'est née mon envie d'écrire des histoires. Donc, c'était une activité extrêmement orale initialement, et puis au fur et à mesure des années, j'ai commencé à les coucher sur papier, et puis les petites histoires sont devenues des nouvelles, les nouvelles sont devenues des romans. Et c'est dans ce contexte familial qu'est né ce désir d'écriture. Eh bien, écoute, merci à toi en tout cas, et encore une fois, merci à Jérôme Lebris pour cette question. Donc, on le rappelle, Malmort aux éditions Actu SF. Voilà, donc on fait effectivement, on voit hein, ce visage dans le tronc de l'arbre. Donc voilà, effectivement, ça donne envie de découvrir ce livre. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ensemble de l'univers d'Aurélie avant qu'on l'écoute poser la question pour notre invité prochain? Bah, c'est très divers et varié, et du coup, bah, ça me rajoute encore des livres dans ma pile à acheter, en fait. C'est pas drôle. Bon, ce qui est rigolo, c'est que tu dis la pile à acheter, tu dis pas la pile à lire, mais non, Ah je bah non, plaisante. maintenant, j'ai ma pile à lire et la pile à acheter qui devient aussi grande que la pile à lire, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça. Eh ben, en tout cas, ben, merci à toi en tout cas. Et on rappelle, donc on l'a dit, on recevra donc la semaine prochaine donc David Vannery, si j'écorche pas son nom, je pense que Séraphine, non, Wannery, bon, je vois Séraphine qui fait la moue, tu nous diras effectivement Séraphine, bon écoute, exceptionnellement Séraphine, si tu peux nous dire, comment on dit? C'est Varnery. Varnery, voilà, donc David Varnery qui viendra donc nous présenter son livre aux éditions Rédactive. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec toi, Séraphine. Mais avant toute chose, j'aimerais écouter la question donc de Aurélie. Aurélie, quelle serait ta question? Pour David, avez-vous parfois l'impression que vos personnages vous échappent en cours d'écriture pour suivre leur propre trajectoire? Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette question. Donc on le rappelle, on la diffusera en direct donc ce mercredi 5 février. Il viendra donc nous parler donc de ce livre La Balanguera aux éditions Rédactive. Voilà, ça je le dis bien Séraphine. Mais Séraphine, puisque tu es là, qu'est-ce que tu peux nous dire
sur cet auteur et sur ce livre à découvrir dès la semaine prochaine. Puisqu'on le rappelle, on aura un mois spécial rédactive à partir de la semaine prochaine. Donc connectez-vous, réservez votre mois de février. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet auteur? Je vais essayer de pas en dire grand-chose parce que du coup, c'est vrai que David, c'est quelqu'un d'assez discret qui nous a rejoints il y a assez peu de temps. Donc, on voit peu parce qu'effectivement, je suis auteur rédactif, donc je connais bien tous mes collègues. David fait partie des plus discrets et du coup, j'ai hâte de parler avec lui parce que ce sera la première fois que je le vois vraiment, que je vois son visage. Donc j'ai hâte. Et bon, en tout cas, merci à toi, un auteur à découvrir. Et Aurélie, non, t'as posé ta question déjà, donc on la diffusera la semaine prochaine. Eh ben écoute, Séraphine, c'est une belle transition puisque tu es déjà avec nous. Ce que je te propose, c'est de t'écouter pour le portrait, après tout. Allez, nous t'écoutons. C'est parti. Aurélie, recoucou. Dès le début, on parle beaucoup des contes, de tes lectures, des lectures que tu as toujours aimées. Jérôme, en plus, qui te demande effectivement à quel moment tout ça a germé. Mais au-delà du coup de tes études et tout ce que de ta vie de femme qui a été quand même relativement cadrée, studieuse, on le voit même aussi dans ton écriture. Mais justement, cette magie, cette mythologie, ces légendes, tout ce qui a créé ton imagination, qu'est-ce qu'elles ont imprimé dans ta vie de femme? En quoi elles influencent quand même ta personnalité et ton quotidien? Eh bien, disons cette magie me rend plus sensible à la beauté du monde dans lequel je vis. Et par exemple, si je me balade, je vois le monde qui m'entoure comme auréolé, comme rendu encore plus visible, encore plus pertinent grâce aux différents sens que je peux mettre derrière, grâce à mes références artistiques, littéraires, parce que lorsque je vois un arbre, je pense à tel arbre dans tel roman, par exemple. Ça me permet de mettre davantage de sens dans ce que je vois. Et de t'évader au quotidien, du coup. Ah oui, ça c'est sûr, oui, effectivement. C'est une entreprise d'évasion intense, la littérature. Et lorsque je lis, c'est fabuleux. J'arrive vraiment à décrocher complètement de ma vie. Je vis vraiment d'autres vies que la mienne. Et c'est devenu un besoin, du coup? Tu sens que c'est quelque chose qui manquait à ta vie? Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui manque ou si c'est un besoin. En tout cas, c'est un des plus grands plaisirs de la journée. Oui, c'est sûr. Et je voulais te demander aussi, juste par rapport à ton univers et à tes autres livres, sur ton profil Facebook, bizarrement, comme la plupart des auteurs qui affichent fièrement leur dernier roman, derrière ta photo, on voit justement l'été à Cameline. Et je voudrais savoir si c'est parce qu'il te correspond. Est-ce que Naïs, c'est quelqu'un qui te parle plus et qui en dit plus de toi, puisqu'elle est sur ton profil? J'aime beaucoup ce roman, il me porte toujours, je suis en train d'écrire la suite et je pense que c'est pour ça que j'ai gardé cette image. Et oui, quelque part, je me sens proche du personnage parce que c'est un roman qui se passe en Provence, là où je vis, et dans lequel j'ai mis tout l'amour que je porte à la région dans laquelle je vis quotidiennement. Bien sûr. Et dans Malmort, tu fais un petit peu comme Sherazade dans Les Mille et Une Nuits, tu crées une histoire dans l'histoire. Et du coup, je voulais savoir pourquoi ces poupées russes, pourquoi ce choix? Parce que déjà, j'ai toujours aimé ça. Que lorsque je lis un roman et qu'il y a un récit cadre, un récit enchâssé, et qu'au fur et à mesure, ce que j'aime, c'est qu'il se dévoile l'un l'autre, et puis à la fin, on a appris plein de choses dans le récit enchâssé sur le récit cadre, et puis on a enfin toutes les clés. Ce que j'aime bien, moi, c'est le côté devinette.
j'aime au fur et à mesure, j'aime galérer pour trouver le sens dans un livre, j'aime avoir à le chercher, j'aime avoir à creuser, à participer à l'énigme et j'aime que les choses s'éclairent l'une l'autre et je me suis dit, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, c'est quelque chose que j'ai envie de faire moi aussi. Ah, c'est chouette et comme je parlais de paradoxe un petit peu au début et encore une fois, c'en est un parce que tu es très cadré, tu fais tes tableaux, et pourtant tu te challenges. Tu te challenges toute seule et tu te retrouves finalement à avoir prévu quelque chose que finalement tu changes. Donc c'est chouette que tu te permettes aussi quand même d'être surprise et d'être perturbée dans ton organisation quand ça t'arrive malgré toi, du coup d'être sortie de ton cadre. Comment tu le vis et comment tu acceptes de te laisser porter? Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi aussi, j'ai des micro-coupures. Je me permets de réintervenir. Il me semble qu'Aurélie a buggy. Et tout à l'heure, c'était Bon. moi, il y a un petit problème. Ouais. Ben, bravo, on vous laisse 5 minutes toute seule. Ça y est, c'est... Hein, pas de souci. Donc Aurélie va revenir. Bon, en tout cas, ben, merci à vous d'être avec nous ce soir. Donc on rappelle que Malmort est le dernier roman donc Aurélie Aderley aux éditions Actu SF. Je vois qu'Aurélie est de retour. Allez les filles, je vous redonne la parole. Pendant 1 minute. C'est bon, tout va bien. Ah, je t'avais promis que je serais gentille. Reviens. Allez, est-ce que tout va bien? Voilà, bon, on a quelques soucis de connexion effectivement parce que certains d'entre vous sont touchés par des tempêtes en ce moment, donc ça fait ces petits problèmes de connexion. Bon, en tout cas, voilà, visiblement ça a l'air de revenir. Hop, voilà, excusez-nous, c'est les aléas du direct, ça arrive. Aurélie, prenez votre temps, revenez, recliquez, il n'y a pas de souci. Hop, c'est bon. Non plus. Eh ben voilà. Bon, Séraphine et Tali. Tali. Oh, Allez. Sonia, pardon. Révélateur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Aurélie? Voilà, j'allais demander, Sonia, excuse-moi, retourne en coulisses. Hop. Aurélie qui est avec nous. Rebonsoir Aurélie. Je vous redonne la parole. Tout va bien, vous avez vu, on fait ce qu'on veut dans cette émission, j'adore, moi je joue avec ces boutons. Je retourne en coulisses et je vous relaisse la parole. Prenez votre temps, on a largement le temps. Non, mais voilà cette histoire. Ouais, moi, tout à l'heure c'était moi, mais heureusement j'étais en coulisses, ça s'est pas vu, mais moi aussi j'ai eu un bug. Bon, c'est le bon aussi dans la région, ça doit pas aider. Et du coup, oui, non, mais c'était, voilà, donc tu avais répondu en partie, c'était ce côté organisation, comment tu gères de te laisser emporter par voilà, quand ça sort du cadre, comment tu gères d'avoir prévu quelque chose et que finalement ça se passe pas comme prévu, et en sachant que oui, et qu'en plus tu le cherches puisque tu le challenges toi-même. Donc voilà, je voulais que tu m'en parles un peu, enfin que tu m'expliques un petit peu. J'accepte volontiers la contrainte qui naît de la liberté qui naît de la contrainte. Et puis j'épouse, je prends ce qui est intéressant et je tire sur les petits fils, c'est un petit peu comme sur les petits fils d'un cocon, je dévide et puis je vois ce qui peut en sortir. Et est-ce qu'on m'entend? Oui. Ah d'accord. L'image bug un peu chez moi, mais je t'entends parfaitement. D'accord, très bien. Et c'est agréable et c'est super. Et de toute façon, je suis parfaitement au courant que c'est un leurre, mon désir d'organisation, mon fantasme organisationnel. C'est une volonté de contrôler le chaos. Mais en même temps, ce que je raconte dans mes livres la plupart du temps, c'est qu'il faut embrasser le chaos parce que de toute façon, il est là. Mais je pensais, parce que c'est un petit peu là où je voulais en venir, que justement, cette façon de se challenger, c'était aussi de sortir de ce cadre. C'était une façon un petit peu de pousser les murs et que c'est ça qui était chouette. C'est quand on est habitué, quand on aime que les choses soient carrées, c'est aussi très, très courageux de se laisser emporter, surtout quand c'est à travers une passion et forcément, c'est moins pénible. Donc, Non, c'est très agréable. Et puis c'est ça le processus créatif.
C'est ça qui est appréciable. C'est de la surprise permanente, comme la surprise face à la vie. Et puis, c'est chouette de pouvoir en faire son miel. Bien sûr. Et tu dis aussi que tu ne souhaites pas mélanger les deux mondes, l'enseignement et l'écriture. Et pourtant, forte de ton expérience en enseignement et forte de ta capacité justement à faire à encadrer ton récit, tes tableaux et tes recherches, ça ne te donne pas envie d'enseigner l'écriture, ou du moins de donner des astuces d'écriture, de créer des ateliers? Eh ben, non, pas tellement, parce que je trouve qu'il y a des tas de personnes formidables qui l'ont déjà très bien fait. Et je vois pas personnellement ce que je pourrais apporter de plus. Mais par contre, je donne volontiers avec grand plaisir des conseils de lecture pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure de l'écriture. Il y a vraiment plein de guides de narratologie qui sont disponibles aujourd'hui. Alors je dis pas d'aller nécessairement lire Jeunette ou Roland Barthes, mais des choses qui sont vraiment beaucoup plus modernes, comme je pense à John Truby par exemple, qui a écrit l'anatomie d'un scénario, qui est tout à fait applicable à l'écriture d'un roman, qui est un pavé absolument essentiel, je trouve, aujourd'hui, pour pouvoir écrire une histoire. Et ce sont des gens, donc j'ai beaucoup lu de narratologie moderne et contemporaine, notamment américaine, anglo-saxonne. Et ça m'a beaucoup aidé pour concevoir et structurer mes histoires. Et je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. En toute honnêteté, le boulot qui a été fait par ces grands-là est formidable. Et si on me demande comment faire, je dirais allez lire ça, c'est fabuleux. Suivez les exercices d'écriture qu'ils proposent en plus, parce qu'il y a plein d'exercices pratiques dans ces bouquins-là. Faites-les et vous verrez, vous n'avez pas besoin de moi. C'est vraiment super bien fait, extrêmement détaillé. Ah non, mais en toute humilité, je pense que le Ce que boulot a j'allais été dire, très bien oui. fait. C'est vraiment uniquement une raison d'humilité et pas un besoin ou une envie justement de ne pas fusionner ces deux mondes et d'avoir ton monde à toi et ton monde professionnel. C'est vraiment Ah non, non, c'est vraiment parce justement que je trouve qu'il y a des gens qui ont vraiment fait un boulot formidable. voilà. D'accord. OK, d'accord, mais je te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Séraphine donc pour ce portrait, en tout cas Aurélie. Alors Aurélie, ça va? Tout se passe bien? Tu t'es pas sentie comme certains sur le grill? Ah non, pas du tout. Je suis juste désolée je sais pas ce qui s'est passé, de ne plus avoir d'image et de son pendant quelques instants, Pas mais de non, très souci, bien, c'est très agréable. c'est les aléas du direct, ça arrive parfois, les manques de connexion comme ça, en tout cas, voilà, c'est... Merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Séraphine, Sonia, j'ai du mal ce soir. Ouais. Sonia, ton harem est un peu trop grand et tu te trompes dans nos prénoms. bah, c'est vrai que je suis bien entouré encore une fois ce soir. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette émission? Ben moi, j'ai adoré découvrir Aurélie. C'est quelqu'un de solaire. Malgré le froid dans son livre des pays nordiques, elle est très solaire et c'était très agréable, très, très contente de l'avoir découverte. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, on rappelle que Aurélie, tu étais avec nous ce soir pour nous parler donc de ce livre Malmort aux éditions Actu SF. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette émission, Aurélie, sur cette heure et pratiquement écart passé avec nous? Parce que tu disais hier est tout à fait vrai, on se rend pas compte que ça passe. C'est un plaisir de parler avec vous parce que vous êtes bienveillant et que c'est... Non, je me suis pas sentie sur le grill et c'était très agréable. J'ai passé un très bon moment. Eh ben, merci à toi en tout cas. Merci à toutes les personnes qui ont posé leurs questions. Voilà, il nous reste quelques minutes. Si vous avez encore une ou deux questions effectivement à nous poser, on est tout oui, comme dirait Sonia. En tout cas, merci à vous. Je rappelle juste effectivement qu'on recevra donc ce mercredi prochain et on commencera un mois spécial rédactive. Ça tombe bien parce qu'on a une référente des éditions rédactives avec nous. Donc on recevra David, j'ai encore peur d'écorcher le nom, chère Séraphine, donc c'est Varnery. Oh, ça va, et Varnery. Voilà. Donc, effectivement, qui viendra nous présenter son livre aux éditions rédactives. Voilà, un mois spécial rédactive. N'hésitez pas, si vous connaissez pas cette maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage, basée à Rouzet.
toutes de Voilà. belles plumes Avec et une de très belles surprise. personnes. Oui, ouais, on parle pas, n'en dis pas trop. Mais voilà, on parle de Rédactive à partir de la semaine prochaine pour tout le mois. Mais j'aimerais bien, pour les quelques minutes qui nous restent, Aurélie, que tu nous parles de cette maison d'édition Actu SF. Comme ça, on saluera en même temps Jérôme Vincent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette belle maison d'édition? Ah bah, c'est une fantastique maison d'édition qui publie différentes littératures de l'imaginaire, donc de la science-fiction, de la fantasy, dystopie, des uchronies, dont le catalogue est extrêmement riche et varié, et qui, en plus de ça, propose des anthologies sur des thèmes, comme par exemple celui des robots. Il y a une anthologie sur les robots, un travail sur les vampires aussi qui est sorti récemment, et aussi des livres de spécialistes sur des auteurs, comme par exemple Terry Pratchett, ou très récemment là, un livre sur un guide Tolkien pour découvrir Tolkien, et donc des ouvrages de spécialistes sur des grands noms de la littérature de l'imaginaire. Donc c'est une formidable maison d'édition avec un catalogue extrêmement varié dans lequel on peut toutes et tous trouver notre compte. Et ben, en tout cas, on aura l'occasion, encore une fois, de découvrir certains auteurs de cette belle maison d'édition. On a eu pas mal d'échanges avec Jérôme, justement. Donc, on aura l'occasion, Sonia, tu peux confirmer qu'on aura l'occasion de découvrir d'autres auteurs de cette maison d'édition. Oui, on a 2 ou 3 qui sont cachés dans notre poche. Exactement. Petite question, justement, on en parlait, c'est pour ça que peut-être j'ai cité son nom tout à l'heure, de Séraphine Matin, qui nous dit, petite question, si ça n'a pas été... Pardon? Non. Séraphine, non, elle n'a pas posé de questions, c'est pas posé Tali de plutôt. Je m'en doutais que c'était Tali, t'as dit Séraphine, je m'en doutais. Tali, petite question, ça n'a pas été dit pendant que j'ai couché les enfants, sinon pardon pour la répétition, faites-vous des rencontres littéraires, Aurélie? Si oui, avez-vous des dates planifiées? Voilà. Ah oui, je participe souvent à des festivals, à des salons littéraires, et pour le moment, bien la saison vient à peine de commencer et j'ai pas encore de date précise là. Eh ben, donc quand même, merci à toi. Donc, on rappelle effectivement qu'on peut retrouver donc sur tes réseaux sociaux qui sont basés ou voilà, vous m'avez tous perturbé sur Facebook et Instagram. Voilà, donc la rappeler Séraphine, effectivement, on peut te retrouver sur Facebook et Instagram. On peut retrouver effectivement ton univers Lévrest, tes actualités. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis voilà, je sais pas si les filles voulaient rajouter quelque chose avant de terminer, mais en tout cas voilà, encore une fois un grand merci. Bon, je le dirai toujours, je finis toujours mes émissions en disant 1000 fois merci. La promis, je le dis que 2 fois. Et moi aussi, je vous remercie tous les 3 pour ce moment formidable. Ben, merci beaucoup. Également. Sonia, je te remercie. Oui, le côté solaire, une douceur. Ouais, vraiment merci. Très, très agréable. Allez, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir posé vos questions ce soir à Aurélie. Donc, on rappelle qu'il nous a présenté Malmort aux éditions Actu SF. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Merci à toi, Séraphine. Je me trompe pas. Merci à toi, Sonia. Je me trompe pas encore une fois. Et Aurélie, encore une fois, mille merci. Et j'espère avoir l'occasion de te rencontrer en vrai, comme on dit dans cette émission, très, très, très prochainement. Voilà. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Et voilà, lisez des livres, profitez. Allez, merci à tous, à bientôt, ciao ciao.